Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche de Pâques pour un nouveau numéro des Incorrectibles, toujours en direct sur Sud Radio et en live vidéo sur sudradio.fr. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter, nous sommes ensemble pendant 1 heure, c'est parti pour les Incorrectibles. Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morizot. Alors, mon invité nous fait le plaisir de revenir dans cette émission après un premier passage il y a 2 ans déjà, et oui, adulé par les uns, jugé beaucoup trop radical par d'autres, ce jeune trentenaire brillant compte déjà un riche parcours derrière lui, normalien, diplômé de Sciences Po. Il est également docteur en droit et s'est fait connaître en défendant Julian Assange dans l'affaire Wikileaks. Plus récemment, c'est dans l'affaire Griveaux qu'il s'est illustré en tant qu'avocat de l'artiste russe Piotr Pawlenski, accusé d'avoir divulgué des vidéos intimes de l'ancien porte-parole du gouvernement. En 2019, Crépuscule, son pamphlet anti-Macron était devenu un best-seller et il revient aujourd'hui pour nous présenter Abattre l'ennemi. C'est le titre de son nouveau manifeste qui vient de paraître le 25 mars dernier aux éditions Michel Lafon, paru dans une relative discrétion puisqu'on peut lire sur sa page Facebook, je cite, Le Figaro, Le Monde, France Inter, France Culture, France Info, Quotidien, 28 minutes, Bourdin, C'est à vous, c'est dans l'air, même Zemmour n'a pas osé. Bref, vous l'avez compris, une bonne raison de le recevoir dans les Incorrectibles sur Sud Radio, où nous, c'est plutôt la censure qu'on censure. Nous évoquerons bien sûr avec lui, comme il est de coutume dans cette émission, également les moments forts de l'actualité. Juan Branco, bonjour. Bonjour et merci, c'est un plaisir et un honneur d'être de retour ici. Eh bien merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors justement, c'est par cette actualité, je le disais, qu'on va débuter cette émission. On va parler bien sûr et encore de cette crise sanitaire et de cette politique du gouvernement. Cette semaine a été marquée par la prise de parole de notre président, certains disent même ironiquement de notre guide suprême. Mercredi soir, Emmanuel Macron a ainsi annoncé de nouvelles mesures pour tenter de freiner cette 3e vague de contamination. Parmi ses principales annonces, la fermeture des crèches, des écoles, collèges et lycées pour au moins 3 semaines et les vacances scolaires de printemps seront unifiées sur tout le territoire français à partir du 12 avril. Les cours se feront ainsi à la maison toute la semaine prochaine, puis suivront 2 semaines de vacances pour tous les élèves avant une rentrée le 26 avril en physique pour les écoles et en distanciel 1 semaine supplémentaire pour collèges et lycées. Tout d'abord, une première réaction, votre avis sur ces mesures, Juan Branco ? Je me refuse à faire du commentaire sur des décisions dans lesquelles je n'ai aucune prise en tant que citoyen. Je considère qu'on est dans un système qui nous fait justement participer au spectacle lorsque l'on se met en position de soumission vis-à-vis d'un chef de l'État qui n'a de compte à rendre à personne et refuse une quelconque délibération qui permettrait au peuple français de choisir quelle est sa destinée, de choisir quelles sont les mesures qui doivent être prises, de choisir tout simplement quelles orientations il doit prendre entre leur liberté et leur sécurité sanitaire, et m'asservir et me soumettre à cette sorte de discussion un peu inutile parce qu'on ne pèse pas, très clairement cette personne ne nous entend pas et refuse de nous entendre. Je trouve que ce serait une perte d'énergie et surtout quelque chose d'assez catastrophant par rapport au pouvoir que l'on a réellement et que l'on peut avoir demain. Donc l'idée est très simple en fait. Je pense qu'il faut qu'on s'organise pour dépasser ce pouvoir, pour lui passer dessus, et je pense c'est... Qu'est-ce que vous entendez par lui passer dessus ? Un appel au peuple de France maintenant à commencer à s'organiser pour résister à ce qui nous vient, c'est-à-dire à la fois une année encore d'impéritie, d'inutilité, de médiocrité croissante de la part d'individus qui ont capté le pouvoir sans guère de légitimité, et d'autre part, plus important encore, préparer l'après pour ne pas devenir prisonnier d'élections complètement artificielles et fabriquées telles qu'elles seront organisées en 2022 pour nous imposer encore une fois des orientations politiques que l'on n'aura pas choisies. J'espère que les fourches vont sortir bientôt et que les Français vont se rendre compte qu'ils ont la possibilité de se défaire de ces individus qui ne sont là que pour piller et que pour les écraser. Quand vous dites ça, les fourches, c'est un appel à peine masqué à la révolution, à la révolte ? Il n'y a pas masqué, je pense que le titre de mon texte est assez explicite, Abattre l'ennemi. Alors évidemment, l'ennemi est avant tout en nous, intérieur, mais quand je dis intérieur, il y a à la fois dans les esprits, dans cet esprit de soumission et d'acceptation de cette complète absence de prise en compte de la volonté populaire, mais aussi plus largement, évidemment, à l'intérieur de cet espace politique où, encore une fois, des personnes qui n'ont rien à faire au pouvoir, qui l'ont capté au profit de circonstances historiques et surtout d'un rapport de force que j'ai décrit en détail dans Crépuscule, qui a amené à des personnes comme Olivier Véran, Jérôme Salomon, Gabriel Attal, Benjamin Griveaux avant lui, qui avaient tous participé entre 2012 et 2017 à la prise de décision sanitaire, parce qu'ils étaient tous ceux que je viens de nommer, qui aujourd'hui sont à la télévision en permanence en train de nous offrir un spectacle narcissique complètement inacceptable et indécent. Ces personnes-là, entre 2012 et 2017, sont toutes au cabinet de Marisol Touraine, ministre de la Santé, et prennent les décisions qui nous ont amenés à la catastrophe actuelle et qui nous ont amené non seulement à un certain nombre de morts, mais surtout à l'enfermement de millions de personnes et la destruction de notre système économique et politique. Gabriel Attal,
Oui, vous portez Olivier Véran, Jérôme Salomon, très grave sur les Benjamin réseaux Griveaux, sociaux. J'ai vu ça hier notamment. La suppression des Prusses, la destruction des masques, les réductions de nombre de lits en réanimation, la réduction ou le gel de recrutement et des salaires des soignants, tout ce qui aujourd'hui, encore une fois, on parle des morts, mais c'est les morts et aussi la catastrophe économique, politique qui est en train de dévaster notre pays, avec d'ailleurs une prise de décision délirante. Je suis désolé, et ça va vous sembler peut-être à contre-courant pour quelqu'un qui, quelque part, vient du peuple de gauche, mais on a soviétisé l'économie. Moi, on m'a proposé 10 000 euros par mois comme mesure d'aide. Parce que merci, mais j'ai pas besoin de 10 000 euros par mois. Je vais voir ce qui m'est attribué, mais c'est la proposition qui m'était faite en se fondant sur les revenus que j'avais eu dans Crépuscule. Deux problèmes à cette chose qui est généralisée. Là, je vous prends un cas particulier, mais c'est intéressant de voir comment, justement, à partir d'un cas particulier, on se rend compte de l'impéritie à laquelle on est confronté. Pourquoi est-ce qu'on propose 10 000 euros par mois ? Parce qu'en 2019, dans un élan de solidarité énorme, dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes, un texte que j'avais mis gratuitement à disposition et qui reste gratuitement à disposition, Crépuscule, a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Et donc mes revenus de cette année-là ont été d'à peu près 100 000 euros. Et donc comparé à ceux d'aujourd'hui, on estime que donc on estime, voilà, mais si on avait pris en compte les revenus de 2018 ou de 2020, je n'aurais quasiment rien eu. Parce qu'entre-temps, je me suis mis à défendre gratuitement des Gilets jaunes. J'ai réinvesti en fait toute cette somme-là pour aider les personnes qui m'avaient aidé. Et en fait, dans un système complètement absurde... Mais vous n'allez pas les refuser, ces 10 000 euros. Non, mais moi, si on me le donne finalement, moi, je vais les redistribuer. Évidemment, on va investir pour reconstruire quelque chose dans ce pays. Mais c'est ça qui est engagé. Mais pourquoi 10 000 euros par mois ? Qui a besoin de 10 000 euros par mois d'aide de l'État aujourd'hui ? Or, parce qu'on a décidé de distribuer de l'argent de façon massive, sans aucune limite, à ceux qui avaient déjà des hauts revenus. Parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, les personnes qui sont les plus précaires, que ce soit les étudiants, que ce soit les personnes qui étaient au chômage ou qui étaient au RSA déjà et ainsi de suite, elles n'ont pas d'aide supplémentaire. Elles sont dans la même souffrance qu'elles ont toujours été. Par contre, ceux qui avaient, avant la crise, eux voient subventionner de façon massive leur mode de vie, leur train de vie. Ils peuvent partir en Sologne, peuvent partir à Cabourg, en Normandie, peuvent partir, comme on le voit sur Instagram. Je vous conseille d'aller chercher les comptes des personnes, des fils et filles d'oligarques qui, elles, se montrent, sont moins discrètes. Même certains ministres n'hésitent pas à mettre en photo leur résidence secondaire. Entre compétition épique, mais non, mais alors, on est encore au-dessus au niveau oligarchique en compétition épique. Alors ils partent plus aux Bahamas parce que depuis peu les Bahamas ont mis 15 jours de restrictions à cause du coronavirus, mais ils partent aux Maldives. Leur mode de vie n'a absolument pas changé pendant qu'ils enferment et maintiennent enfermés des millions de personnes, bien sûr, mais qui sont, encore une fois, je vous conseille à tous les citoyens français qui veulent savoir ce qu'est la réalité de ce monde, de s'inscrire sur Instagram et d'aller chercher les noms des plus grandes familles françaises et de voir comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et vous verrez que rien n'a changé. Et au contraire, l'État pourvoit à leurs besoins et continue d'investir massivement pour s'assurer qu'ils maintiennent leur niveau de richesse, voire la croisse. Et en même temps, l'État ne fait rien pour orienter l'investissement et pour préparer la sortie de cette situation. Il n'y a aucun investissement massif, évidemment dans les structures hospitalières, mais y compris dans la transition écologique, y compris dans l'appareil industriel, pour permettre à la France de ne pas se retrouver demain effondrée avec le mur de la dette dont on annonce tous et auquel ils veulent eux aussi, là aussi, s'asservir pour... oui, mais là ils le disent, ils font passer l'être humain, la santé avant l'économie. Non, mais c'est pas ce qu'ils font. Au contraire, ils maintiennent l'existant. Donc ils maintiennent les inégalités, la violence sociale qui existait auparavant, ils l'aggravent. Et à qui ils vont le faire payer demain ? Puisqu'ils sont en train d'annoncer qu'on va devoir rembourser ces dettes et ainsi de suite. Évidemment, à ceux qui payaient déjà des impôts ou à ceux qui étaient exclus du système économique. C'est eux qui vont rembourser cet effort national qui, certes, permet d'endormir les Français et permet à 70 à 80% des Français qui n'avaient pas non plus un revenu particulièrement extraordinaire, mais de demeurer en fait dans leur situation actuelle et sans rompre comme ils le devraient, mais surtout permet aux plus favorisés d'entretenir leur richesse, encore une fois, sans permettre à la France demain d'avoir les armes qui retrouveront leur classe. Qui sont enrichis pendant cette période. Mais évidemment, vous voyez l'accroissement extrêmement violent des inégalités et des fortunes investies dans les marchés. Donc ceux qui peuvent investir dans le capital, qui ont du capital, au contraire, ça croisse alors que la production s'est arrêtée. C'est quand même étonnant. C'est étonnant si on ne regarde pas la théorie économique, qu'on se rend compte qu'en fait, on a adopté des politiques monétaires qui accroissent l'inflation du capital et donc, en fait, renforcent l'accroissement des richesses de ceux qui peuvent investir. Mais ils investissent dans quoi ? Dans l'immobilier, ils investissent dans les marchés financiers, ils n'investissent pas dans le capital. C'est pas des personnes qui sont en train de nous aider à reconstruire le pays demain. Aujourd'hui, il y a une partie du pays qui est paralysée. Ce serait l'opportunité ou jamais
de lancer des grands travaux, de lancer en fait ce qu'on ne peut pas faire en temps normal, parce qu'il pourrait paralyser ou provoquer de trop grandes difficultés. Tout ça n'est pas pensé. Et pourquoi ? Parce que les personnes qui sont au pouvoir, ces individus que je mentionnais, qui non seulement ont participé à des prises de décision, qui nous ont amenés à la catastrophe. Mais alors pardon, excusez-moi, Juan Branco, là donnons des noms puisque vous les donnez sur les réseaux sociaux et vous portez des accusations très graves, notamment contre Gabriel Attal, pour ne pas le citer. Parce que vous avez des preuves de ce que vous affirmez sur les réseaux sociaux ? J'ai tout détaillé vraiment dans cet ouvrage Crépuscule, tout détaillé sans qu'une personne m'ait attaqué en diffamation, alors que je raconte des intimités profondes. Vous n'avez pas de problème personnel avec certains d'entre eux ? Aucun. Alors ça c'est le laisse entendre. Mais oui, parce qu'en fait on cherche à désactiver la charge politique de ce que je porte. Donc évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut psychologiser. Il faut me faire passer pour un fou, un mythomane, quelqu'un d'envieux, de fixé, etc. J'ai eu les mêmes destinées de ces personnes. Dans leur système, j'ai mieux réussi qu'eux. C'est-à-dire qu'aussi regarder les titres des petits marquis de la République, je suis arrivé au plus haut. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? J'ai fait ça volontairement pour que jamais on puisse me faire ce procès. Pour qu'à aucun moment on puisse me dire mais c'est par envie, c'est par frustration, c'est parce que tu as raté l'ENA, etc. Je me suis efforcé de passer tous ces titres auxquels eux croient comme étant des légitimants de leur parole. Eux croient vraiment que parce qu'ils ont réussi tel concours, ils sont plus talentueux, ils ont des mérites particuliers. Et comme Gabriel Attal par exemple, il était légitime qu'à 22 ans. Vous avez mieux réussi que Gabriel Attal. C'est plutôt une belle réussite. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Il était légitime qu'à 22 ans, alors qu'il n'avait fait qu'un stage pour lequel il a été lui-même pistonné déjà à la Villa Médicis, donc comme un endroit plutôt chic quand il avait 20 ans, seule expérience professionnelle, il soit recruté par la mère de sa meilleure amie au ministère de la Santé pour gagner 6 000 € par mois pendant 5 ans. Et vous avez des preuves de cela ? De profiter. C'est évidemment prouvé et établi, encore une fois, dans Crépuscule depuis 2 ans. Et ça a été évidemment peu repris parce que ça rompt et ça contraste avec la légende dorée que l'on essaie de construire autour de ces hommes. Pourquoi est-ce que l'on fait ça ? Pour légitimer leur position et les décisions qu'ils prennent, qui favorisent, on sait qui, les plus puissants. Donc on crée un système dans lequel la critique est interdite. Et à partir de là, ou alors dès le moment qu'on porte une parole qui rompt avec le consensus médiatique, évidemment on essaie de la délégitimer. C'est ce que j'ai accepté. Je savais par avance que ça allait m'arriver. J'ai travaillé avec Julian Assange auprès de Wikileaks. J'ai vu ce qui lui arrivait pendant des années, jusqu'aux accusations de viol, d'antisémitisme, etc. Tout était fait pour qu'on ne l'entende plus. Et aujourd'hui, il est en prison, dans une prison antiterroriste, pour avoir dit la vérité. Donc, oui, on était préparé. De ces nouvelles. On était préparé. Il est encore dedans et dans une indifférence générale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit bien que dans le système actuel, politique, médiatique, ainsi de suite, la vérité ne compte pas. Ce qui compte, c'est la défense d'intérêt et exclusivement cette défense d'intérêt. Et donc, quand j'avance ces éléments, c'est avec la rigueur de ma formation, justement, qui m'a permis d'avoir cette capacité à trouver, à identifier les preuves, à ne pas faire une erreur, parce que la moindre erreur, je le savais, ne me serait jamais pardonnée. Évidemment, on me l'a fait payer. Vous avez parlé de l'affaire Griveaux. C'est évidemment, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon d'essayer de me délégitimer en m'attribuant un acte que je n'ai pas commis pour essayer de m'écraser et m'exclure du barreau. Vous n'êtes pas culpabilisé sur cette affaire avec le recul, on ne va pas j'ai beaucoup souffert parce que je me suis dit, beaucoup de personnes qui ont cru en moi et qui ont mis leur confiance en moi ont pu se sentir trahis parce qu'ils ont cru, en fait, le récit médiatique qui s'est imposé, comme quoi j'avais monté depuis je ne sais quel talent. Finalement, beaucoup de gens ont laissé entendre finalement. C'est mon client. Enfin, il faut comprendre quand même cette distinction fondamentale. C'est mon client. Moi, je défends quelqu'un, Piotr Pawlenski, qui a une méthode très particulière. Je me suis pas cloué les testicules comme il a fait devant le Kremlin, de la même façon que j'ai pas publié cette vidéo. Mais vous étiez libre de refuser de le prendre Mais je n'avais pas du tout envie, parce que pour le coup, par contre, je savais parfaitement que c'était quelqu'un qui allait avoir besoin d'être défendu, qu'il avait fait pour ses raisons, mais que j'estimais à cette époque être compréhensible. Je comprenais pourquoi il avait fait ça, je ne partageais pas forcément le geste, mais il dénonçait l'hypocrisie de cet individu qui étalait sa vie familiale, très traditionnelle et ainsi de suite dans tous les médias. C'est-à-dire qu'il y avait un décalage entre le discours public c'était ce que Piotr voulait. C'était la seule motivation qui c'est ce que Piotr Pawlenski voulait faire, parce que Piotr Pawlenski est un anarchiste. Donc il est l'ennemi de l'anarchiste, c'est le bourgeois. C'est l'hypocrisie du bourgeois, c'est la capacité à manipuler le discours pour essayer de se protéger. Et donc il rentre avec une violence extraordinaire contre cet homme en montrant sa tartufferie. Ça provoque un ébranlement de la République avec un tremblement. On l'a bien vu parce que tout le monde avait peur que ces petits secrets se trouvent à leur tour exposés. Moi, j'ai une grande fierté de l'avoir défendu. J'ai une grande fierté d'avoir potentiellement sacrifié ma carrière d'avocat, que j'avais jusqu'ici dévouée à ne défendre que des personnes en difficulté, tous les gilets jaunes de Christophe Détinger à Maxime Nicole, en passant par des personnes qui ont été mises en examen, parfois parce qu'on avait retrouvé un masque près d'une boutique qui avait été saccagée, qui contenait entre autres ADN la leur. Je veux dire, on a été dans un niveau de persécution judiciaire extraordinaire. J'ai eu un énorme plaisir, une énorme fierté à les défendre, vraiment en me battant à leur côté, gratuitement, systématiquement, comme j'avais annoncé. C'est pour ça que vous me disiez, est-ce que vous engagez sur 10 000 €? Je tiens ma parole, c'est quelque chose qui est essentiel. Et
évidemment, je vois tout ça potentiellement saboté et saccagé parce que je savais très bien le risque que je prenais à défendre quelqu'un que l'on considérait aussi sulfureux, aussi particulier, et ainsi de suite. Et j'y ai mis tout mon cœur. Pourquoi ? Parce que mon seul objectif à l'époque, comme je fais pour tous mes clients, c'était de préserver sa liberté. Et ça valait la peine de prendre tous les risques. Et aujourd'hui, on menace de me retirer la robe. Ouais. Sur rien, parce que j'aurais manqué de courtoisie contre une de mes consoeurs. C'est ça l'argument, c'est quand même extraordinaire. Parce que j'aurais manqué de courtoisie contre une de mes consoeurs et parce que j'aurais... Vous craignez d'être radié du barreau ? Non, je crains pas. Il me menace de le faire. Moi, je n'ai pas de crainte et je suis très fier de ce que j'ai fait et je vais continuer à le faire et je vais avoir une audience disciplinaire dans un mois qui consiste à tenter évidemment de me faire payer l'ébranlement qu'a connu la Macronie et la fragilité qui est exposée chez ces gens-là. Mais comme j'ai dit, parce que c'était il y a un an, quasiment jour pour jour, 1 an et 1 mois, on était à quelques semaines du premier confinement. Je l'ai dit, l'espace médiatique était saturé à mon sujet. Pourquoi, à votre avis ? Évidemment, ce n'était pas l'affaire Griveaux. Pourquoi est-ce que l'affaire Griveaux est devenue une affaire Branco ? La question est posée. Mais moi, je leur ai dit, écoutez, je trouve ça indécent que vous mettiez autant d'énergie et autant de temps sur cette affaire alors qu'on est à la veille d'une crise sanitaire majeure et que vous n'exercez aucun contrôle sur ce que nos dirigeants sont en train de faire et des risques qu'ils sont en train de faire prendre à la population. Et donc, à un moment donné, ce narcissisme qui consiste à, de la même façon que Nicolas Sarkozy, quand il a des problèmes judiciaires, à accaparer un 20h pour pendant 20 minutes essayer de... C'est ridicule. Il faut passer outre les questions de violence politique qui s'appliquent sur les dissidents et ainsi de suite. Il faut les accepter comme naturelles. Et à chacun de sentir là où est l'opération... essaie de museler les dissidents ? Mais en France, mais quelle parole dissidente sincère est entendue aujourd'hui dans l'espace médiatique ? Quelle parole dissidente sincère en rupture réelle avec le système existant ? Néanmoins, je parle notamment du côté de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui a par exemple dénoncé mercredi soir un programme de mesures incohérent. François Ruffin de son côté a ironisé. Macron nous a fait un poisson d'avril avant l'heure. Il dit qu'il va créer des lits pour les soignants. Voilà. Les soignants réclament des lits depuis 1 an. Ils en ont eu combien ? 0. Nous avons des irresponsables au pouvoir. Marine Le Pen a fustigé quant à elle un Waterloo vaccinal cette fois, dont Emmanuel Macron n'assumerait pas la responsabilité. Du commentaire électoraliste. Tout ça, c'est pour préparer 2022 avec une sorte de tentative de distinction sur la technocratie. C'est-à-dire qu'en gros, on ne discute que de si telle mesure aurait été prise si j'avais été au pouvoir ou telle autre. Alors qu'en fait, il y a un problème de structure. Aujourd'hui, en France, le peuple n'a pas la parole et il faut lui redonner les moyens de cette parole, c'est ce que je décris dans ce livre dont on va parler, de façon à ce qu'il puisse intervenir directement dans les affaires politiques et qu'il ne se retrouve pas coincé avec un dirigeant politique qu'il a plus ou moins choisi dans une configuration complètement différente à celle de l'élection et qu'il ne puisse pas en changer ou ne puisse pas lui demander écoute, on t'a élu pour telle chose, là on est sur une configuration complètement différente, c'est pas toi qui dois prendre ces décisions. Et en fait, cette inhibition du système démocratique, personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que tous rêvent que d'une chose, c'est de se retrouver à la place de celui qui prend aujourd'hui les décisions. Et c'est ce qui explique que le débat politique et médiatique soit aussi pauvre, parce qu'on est sur une question évidemment de distinction formelle, alors qu'à aucun moment l'un d'entre eux dit ce qui est important, c'est comment cela se fait qu'à aucun moment le peuple français n'ait pu peser non pas sur les petites décisions, sur est-ce qu'on confine de telle semaine à telle semaine, non, sur l'orientation générale que l'on veut prendre, à la fois économiquement, mais surtout sanitairement. C'est-à-dire, est-ce que l'on souhaite se voir privé de notre liberté ? Son désaccord à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, merci. Qui continue à parler à l'Assemblée nationale, on voit l'intérêt et l'efficacité et surtout l'attention qui lui est portée par nos dirigeants. Non, encore une fois, ce que je vous disais au début de cette émission et qui n'est pas du tout une parole en l'air. Il n'y a pas que vous qui dénoncez le manque de consultation. Mais ils veulent être consultés, eux. C'est ça qui est fascinant. À aucun moment, ils demandent une consultation qui rende la parole au peuple de France. Ils se considèrent représentants des peuples français parce qu'ils ont été élus par quelques milliers de personnes en 2017 dans des élections qui étaient complètement atteintes par, d'une part, le duopole Macron-Le Pen et par l'inversion du calendrier législatif et par tout simplement le fait que les Français savent que leur parole ne pèse plus. Donc là, vous rejoignez Étienne Chouard pour une demande du RIC, par exemple. C'est pas Étienne Chouard, c'est les Gilets jaunes dans leur ensemble. La grande réclamation des Gilets jaunes, c'était pas seulement qu'on arrête la taxe carburant et qu'on leur donne quelques centaines d'euros en plus. C'était qu'ils aient la possibilité à tout moment, à travers le référendum d'initiative citoyenne, à travers le mandat impératif et révocatoire et ainsi de suite, d'avoir le droit de peser directement sur la délibération publique. C'est quoi aujourd'hui être citoyen français ? C'est quoi notre pouvoir politique ? C'est avoir le droit, tous les X années, de choisir qui parle et décide en notre nom. Est-ce que l'on est prêt à accepter cet asservissement, cette soumission complète à des personnes qui par ailleurs n'ont démontré aucune capacité, aucun talent particulier pour prendre la parole à notre place ? C'est à cette révolution qu'il faut achever. Et c'est là où je dis, face à non seulement l'incompétence, l'impéritie, ainsi de suite, mais la corruption, ces centaines de milliers d'euros qu'accumulent ces individus, encore une fois, les personnes que j'ai nommées, ces personnes-là, elles devraient être en prison. Combien de clients
j'ai retrouvé en détention provisoire, je vous le dis, pour un masque retrouvé quelque part sans qu'il n'y ait aucun indice d'infraction, etc. Ces personnes-là étaient au cœur de la décision au moment où on a détruit l'appareil de santé qui aurait permis de vivre cette période avec une liberté bien plus importante. Pourquoi ces personnes-là ne sont même pas mises en examen? Pourquoi pire? Ces personnes-là ont été promues au porte-parole du gouvernement, au ministère de la Santé, à la Direction Générale de la Santé. Eh bien, tout simplement, on le sait, parce qu'ils ont utilisé ces moyens pour aider à l'ascension de Macron entre 2012 et 2017, d'une part, ils sont récompensés, et d'autre part, parce que si on les fait tomber, on fait tomber tous ceux qui, autour, y compris Castex, ainsi de suite, et y compris dans l'opposition actuelle, ont participé à cette prise de décision auparavant. Donc, il y a un système politique qui est en train de créer son immunité. Vous pensez que le Premier ministre Castex n'est pas intègre? Mais c'est pas qu'il est intègre ou pas, c'est qu'il était celui qui a créé la tarification à l'acte. C'est lui qui a déstructuré en marchandisant notre système hospitalier. C'est lui qui ensuite a été, en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Sarkozy, puis conseiller social, ainsi de suite, au cœur des décisions qui ont été prises sur la réduction drastique du nombre de lits, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir, que les commerces sont en train de péricliter. Justement, je voulais vous demander votre avis là-dessus. Parce que sur on cette a été obligé de fermeture des confiner, commerces, des restaurants, des salles de spectacle, des musées. Parce qu'on ne pouvait plus soigner. Et donc, à partir de cette situation-là, je suis désolé, c'est indécent d'avoir mis ces personnes en avant. Mais en même temps, pourquoi ils ne le feraient pas? Tout simplement parce que s'ils faisaient autrement, ils se mettraient en danger eux-mêmes, parce qu'ils se rendraient potentiellement responsables des décisions catastrophiques qu'ils ont prises jusqu'ici. Et aujourd'hui, on a un instrument, la Cour de justice de la République, qui est faite pour absoudre, qui est faite pour rendre des non-lieux ou pour acquitter les personnes, qui est construite, pourquoi? Parce que la moitié des personnes qui jugent sont des députés, des sénateurs. Donc encore une fois, les mêmes personnes qui prennent ces décisions-là. Il faut en finir avec ce système. Il faut que ces personnes n'aient plus peur. Enfin, il faut qu'au contraire que ces personnes commencent à avoir peur des décisions qu'ils prennent et ne pensent pas pouvoir s'en tirer en obtenant des promotions qui vont leur garantir. Il y a des actions en justice qui sont menées par Fabrice Divisio notamment. Oui, donc ça veut dire croire dans le système judiciaire existant et croire à sa capacité à lutter contre l'impunité. On a beaucoup fait. Mais vous n'y croyez pas? On a beaucoup commenté la condamnation de Nicolas Sarkozy, la droite en s'émouvant, la gauche en satisfaisant, la Macronie en faisant comme si elle n'avait rien à voir avec tout cela. Il a fait appel. Il a fait appel d'une part, et surtout, il n'est pas allé en prison. Et il n'ira jamais, comme aucun des politiciens. Pourquoi? Parce que quelle condamnation on leur a mis? Combien d'années de prison on leur a mis? 2 ans, c'est-à-dire exactement ce qui était aménageable. Aujourd'hui, ça a été réduit à 1 an, mais au moment des faits, c'était 2 ans. Oui, mais beaucoup jugent que c'est sévère pour les faire reprocher. Qu'est-ce qui est sévère au fait de condamner quelqu'un à quelque chose qui n'existe pas? Qu'est-ce qui est sévère au fait de... On distrait le peuple. On permet de créer tout un faux débat sur est-ce que c'est sévère, certains dénoncent la politique des juges, alors que vous ne partagez pas ce point de vue. Mais c'est même pas qu'il y ait de politique ou de pas politique. Il n'y a pas de juge dans ce. Enfin, la sanction suprême pour Nicolas Sarkozy, au-delà de la durée de la peine qui serait demandée, c'est que sa carrière politique, si tant est qu'il voulait revenir, ça ne change strictement rien. Vous le savez aussi bien que moi. S'il veut se présenter, c'est pas ça qui fera obstacle au fait qu'il se présente. Et d'ailleurs, il n'a pas été interdit de ses droits civiques, donc il a parfaitement le droit de se présenter. Non, mais dans l'opinion, c'est désastreux en termes d'image. Pardonnez-moi, mais on voit très bien qu'on peut parfaitement sauter au-dessus de cet obstacle et si on le souhaite. Ce que je veux dire par là, c'est que la justice ne joue pas son rôle par rapport aux élites politiques et qu'à aucun moment, que ce soit Cahuzac, Fillon, Sarkozy, etc., encore une fois, on a créé une machine médiatico-judiciaire qui permet de distraire le peuple. Dans les faits, ces personnes ne connaîtront jamais dans leur chair les conséquences de leurs actes, alors même qu'ils prennent des décisions qui touchent au destin de milliers de personnes. Ces personnes, encore une fois, qui sont en porte-parole du gouvernement, au ministère de la Santé, devraient être en prison, non pas pour leur gestion récente de la crise sanitaire, mais pour leur participation les 5 années précédentes et les 7 années précédentes à la dévastation de notre système hospitalier. Comment cela se fait qu'aucun d'entre eux ne semble avoir le début d'une crainte par rapport aux conséquences des décisions qu'ils ont prises, qui ont exposé pendant des semaines des soignants sans masque, parce que c'est bien sympa aujourd'hui de nous imposer le port de masque dans la rue, etc. Moi, ce qui était vraiment important, c'était au début de la crise, de protéger les personnes qui, les mois suivants, devraient nous soigner. Comment ça se fait que ce manque de considération qui est quand même accablant n'amène pas aujourd'hui à une révolution? Tout simplement parce que l'on endort le peuple, d'une part avec la crainte sanitaire, qui est légitime, et d'autre part avec encore une fois, cette soviétisation de l'économie, en leur faisant croire que ce ne seront pas eux qui devront le payer demain. Or, c'est nous qui allons payer les causes et les conséquences de leurs décisions. Et il faut que l'on ait conscience de cela et que l'on s'y prépare de façon très active, parce que sinon, on va se retrouver prisonnier d'un effondrement d'un régime provoqué par nos élites, dans lesquelles ils vont vouloir nous entraîner pour ne pas avoir à le payer. Juan Branco est notre invité jusqu'à 14h en direct sur Sud Radio dans Les Incorrectibles à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage chez Michel Lafon, paru le 25 mars dernier. Abattre l'ennemi, c'est le titre de cet ouvrage. On se retrouve dans un petit instant. Ne bougez pas.
De retour dans Les Incorrectibles en ce dimanche de Pâques. Nous sommes malgré tout toujours en direct avec notre invité. On est ravis de le recevoir à nouveau puisqu'il est peu présent dans les médias. En tout cas, à l'occasion de la sortie de ce dernier ouvrage, c'était le 25 mars dernier chez Michel Lafon. Ça s'appelle « Abattre l'ennemi ». On va en parler dans un instant. Bien avant, on continue de parler de cette crise sanitaire et puis de cet état autoritaire. On dirait même Jupiter dans toute sa splendeur. Vous dont le mot de l'éditeur Juan Branco de votre précédent ouvrage était, je cite, « Le macronisme est une nouvelle variante du fascisme ». Est-ce que vous renouvelleriez ces propos tenus par votre éditeur ? Vous imaginez que j'ai tenu, qui était dans mon texte, j'ai tenu ces propos en juillet 2017. Vous imaginez à quel point on a dû me prendre pour fou, en particulier dans mon petit milieu social, très protégé du 6e arrondissement, etc. Et la violence qui m'a été infligée. Et qui imaginait sinon tout ce qui allait se dérouler ensuite, les milliers d'arrestations pendant les Gilets jaunes, les personnes qui ont perdu des yeux, des mains pour avoir exprimé leurs idées, pour avoir tenté de juste revendiquer leur forme de dignité, les milliers d'arrestations arbitraires, les blessures, enfin, ça c'était la première phase. Et ensuite, évidemment, le fonctionnement parfaitement autoritaire de ce pouvoir dans la gestion de la crise sanitaire qu'encore une fois, lui et ses précédents avaient enfanté, parce que M. Macron était quand même ministre de l'économie et avant secrétaire général adjoint de l'Élysée, donc il avait la main avec son ami Cahuzac, ils étaient très proches sur le budget, notamment des hôpitaux, ainsi de suite. Donc on fait comme si il y a la continuité des décisions politiques qui ont été prises depuis des années réduisait la responsabilité de la Macronie aujourd'hui, mais au contraire, elle a été enfantée. Elle a été enfantée par ces décisions. C'est sa fabrique en fait qui les a amenés à cette catastrophe. Et donc, on me prenait pour un fou et à chaque fois un peu moins. Et à un moment, on s'est dit, mais en fait, on est en effet en train de sombrer dans quelque chose d'assez inquiétant qui amène de façon beaucoup plus violente à un accroissement de la violence justement dans l'espace public, dans le débat les public. Français semblent assez résignés finalement. Je pense que encore une fois, il y a une partie des Français qui est complètement endormie par cette soviétisation délirante de l'économie. Délirante encore une fois parce que si à la limite on avait des plans quinquennaux et qu'on se disait voilà en fait tout cet argent on va le mobiliser pour aller dans telle direction, ça va nous permettre de recréer de la richesse, etc. Non, on est dans un système où en fait on verse de l'argent. Pourquoi ? Pour endormir. Pour endormir, pas pour protéger. Encore une fois, les publics les plus fragiles, les plus précaires, les plus isolés qu'il était avant la crise, ils restent exclus de ce dispositif-là. Et par contre, ceux qui ont eu de la chance, comme moi, en 2019, eh bien là, on va avoir en fait des sommes complètement délirantes que l'État ne devrait pas donner. À aucun moment, l'État ne devrait subvenir aux besoins à de tels niveaux à des individus. Enfin, c'est quelque chose qui est inacceptable, qui est franchement délirant. Et l'État, c'est nous tous, on l'appelle. Et pourquoi ? Et voilà, ces ressources-là, et ça, c'est quelque chose, pour les connaître de près, les personnes qui nous gouvernent aujourd'hui, les personnes qui sont passées par les grandes écoles, mes camarades en fait de jeunesse, il y a ces institutions. Non, parce que vous êtes passé par ces mêmes grandes écoles. Par ces mêmes espaces. Et il y a quelque chose de fascinant dans ces lieux-là, c'est l'absence de conscience de la chance que l'on a. De la chance que l'on a tout d'abord, déjà pour commencer, de pouvoir étudier. Donc du coup, d'avoir du temps pour élaborer une pensée. Vous voyez, alors que la plupart des Français, à partir de 18 ans, 19 ans, 20 ans, commencent à travailler, souvent à être exploités, à devoir cumuler un certain nombre de travaux précaires qui leur laissent assez peu de temps. En parlant justement de ces jeunes parenthèses, on dit les étudiants au bout du rouleau, justement, beaucoup considèrent qu'ils paient le prix d'une politique incohérente et inadaptée. Ils se retrouvent pour certains en grande précarité. Plusieurs manifs ont déjà eu lieu, le 16 mars dernier, notamment avec des slogans tels que « Nous ne serons pas la génération sacrifiée ». Vous les comprenez ? Mais surtout une aggravation en fait de l'existant. C'est là où encore, en gros, c'est ceux qui étaient déjà en difficulté avant la crise qui se retrouvent encore plus écrasés qu'ils l'étaient auparavant. C'est ça qui est dramatique. Et c'est là où on voit qu'il y a une vraie orientation politique et idéologique dans le pouvoir actuel. Il y a des pouvoirs, par exemple, pour subvenir à la crise, qui ont décidé de donner la même somme à tous les citoyens de leur pays. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, c'était entre 1600, entre les aides fédérales et les aides d'État, des États fédérés, on pouvait arriver jusqu'à $2500 par mois. Vous voyez, mais tout le monde avait le droit à la même chose. C'était pas proportionnel aux revenus, c'était pas, donc il n'y avait pas un maintien, voire un accroissement des inégalités. Donc tout d'un coup, pendant quelques mois, pour quelques personnes, ça a été un soulagement énorme, parce qu'ils ont pu en fait rattraper la violence sociale qu'ils subissaient jusqu'alors. Et pour d'autres qui gagnaient plus, ils ont découvert ce que c'est que de vivre avec moins. En fait, il y a moins. Et donc, il y a une expérience, quelque part, d'altérité qui se fabrique là-dedans. Nous, on a décidé de suivre, en fait, les courbes de revenus et d'aider ceux qui étaient déjà, quelque part, aidés ou qui étaient déjà en position favorisée. Et on a laissé de côté beaucoup de publics qui n'avaient pas accès aux dispositifs d'aide et ainsi de suite. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, encore une fois, c'est évidemment l'accoutumance que l'on peut créer à cet état de dépendance. C'est-à-dire, on est dans un rapport passif à la fois à l'économie, parce qu'on ne produit plus d'argent, et aux politiques. On accepte les décisions qui viennent au-dessus. Et ça, c'est délétère pour la société à terme, c'est délétère. Et moi, j'espère que cette jeunesse qui se rebelle,
Et cette jeunesse, elle se rebelle avant tout parce qu'elle n'a pas le droit de faire, d'agir, plus que parce qu'elle considérait qu'il faudrait qu'elle ait un État qui vienne à pourvoir à leurs besoins sans contrepartie à tout moment. Il y a une précarité très importante dans une partie des étudiants aujourd'hui, extrêmement violente. Je ne comprends pas en fait qu'il n'y ait pas eu de réaction plus vive face aux files de personnes qui demandent de l'aide alimentaire, notamment dans Paris, mais aussi en province. Il y a une misère qui est silencieuse, qui est toutes les personnes qui étaient par exemple intérimaires, qui sont retrouvées dans une situation où ils n'ont plus d'emploi en fait, parce que tout l'appareil productif est paralysé. Encore une fois, on leur donne des aides, mais elles sont éligibles jusqu'à un certain point. Puis après, en fait, plus grave, l'anxiété du redémarrage. Quand les aides s'éteindront, comment est-ce qu'en fait quand l'usine aura fermé, parce qu'entre-temps on aura été dépassé par les Chinois qui eux n'ont plus ont réactivé leur système économique, ainsi de suite. Et donc en fait, face à tout ça, il n'y a aucune réponse politique. Encore une fois, pourquoi ? Parce que ces individus, pourquoi est-ce que je parle de Gabriel Attal et du fait qu'il gagnait 6 000 € par mois dès 22 ans alors qu'il avait fait 15 stages jusqu'alors, qu'il était recruté par copinage, ainsi de suite, et qu'il a participé à des prises de décision délirantes. C'est pas seulement sa responsabilité, la responsabilité de Griveaux, et ainsi de suite. C'est juste que c'est des personnes... Mais il avait peut-être les compétences. Regardez Emmanuel Macron. Alors qu'il n'avait même pas encore de diplôme. Regardez Emmanuel Macron Sciences Po a dû lui offrir son diplôme parce qu'il n'avait pas réussi à passer son diplôme, rigolons. Alors qu'il n'avait aucune expérience professionnelle. Voilà, et c'est ce que j'allais vous dire. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que ça crée un deuxième problème, qui est qu'ils n'ont pas de rapport à la vie réelle. Ils ne savent pas ce que c'est que de devoir chercher un travail. Ils ne savent pas à quel point c'est humiliant pour un jeune aujourd'hui qui n'arrive pas à trouver même de stage, que de voir qu'en fait, que parce que vous êtes né au bon endroit, dans le 6e arrondissement, que vous êtes allé à l'école alsacienne, que du coup vous avez connu la fille d'un ministre, etc., que vous l'avez un peu dragué, vous retrouvez propulsé à la tête de l'État à prendre des décisions qui engagent l'ensemble des citoyens et que vous gagnez des fortunes grâce à ça, sans avoir à aucun moment eu à prouver quoi que ce soit et sans avoir à aucun moment eu à rendre des comptes par rapport à la prise de décision. Et quand vous avez participé à un système politique qui n'a pris que des mauvaises décisions, qui a dévasté un pays, en plus, qu'est-ce que vous obtenez en retour ? Une promotion. Je veux dire, avoir conscience du niveau de violence symbolique que ça produit pour tous les Français qui sont enquistés, justement, qui payent les conséquences de cet enfermement, de ces mauvaises décisions, ainsi de suite. Enfin, moi, c'est là où en fait, j'ai peur que finalement une forme de renversement de ce pouvoir politique se passe par la violence, du fait de cette accumulation d'humiliation, du fait de cette accumulation de mépris, que du coup ces personnes-là, qui encore une fois ont toujours été protégées, dans des lycées privés, qui ont accès aux hôpitaux privés, rappelons-nous, Brigitte Macron, juste avant la crise du coronavirus, l'été d'avant, va se faire soigner dans un hôpital privé. On est où ? C'est-à-dire que la première dame allait, avant même la crise, déjà se faire soigner. Enfin, c'est pas interdit. Mais c'est pas que c'est interdit, c'est une question symbolique. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là fuient de services publics, s'échappent du sort du commun des mortels, alors même qu'ils sont censés représenter l'État, qu'il y a une forme de partage de destinée avec la société, le reste de la société française. Où on en est de cette scission entre les élites et les populations qui amène à ce genre de comportement. Alors en parlant justement de ces élites, reparlons un petit moment de cette crise sociale et des Gilets jaunes. En parlant de révolte, vous qui étiez l'un des principaux, on le rappelle, le soutien des Gilets jaunes, vous aviez même assuré la défense de plusieurs manifestants. Vous pensez justement que cette crise sanitaire, elle peut entraîner donc véritablement une nouvelle révolte sociale au sens large et relancer le mouvement, parce que ce mouvement, finalement, il s'est éteint, on dirait. Dans mon premier entretien à Thinkerview, donc en juillet 2017... Vous êtes toujours en relation d'ailleurs avec des membres de ce mouvement, donc Maxime Nicole, alias Flyrider, dont vous étiez l'avocat et pour qui vous aviez rédigé la préface justement de son livre. Bien sûr, je continue à défendre Christophe Détinger là pour débloquer sa cagnotte, Litchi, parce qu'on rappelle que le gouvernement avait réussi à faire suspendre une cagnotte de soutien à sa famille. Je veux dire, on en était là au niveau de violence et de tentatives d'écrasement. Et donc on est en train de se battre, j'ai récupéré le dossier, on est en train de se battre maintenant, je suis encore en train de me battre pour sortir des personnes de prison qui sont en train d'être mises en examen encore aujourd'hui, plus de 2 ans après. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils mettent autant d'énergie pour écraser ces individus ? Pourquoi vous pensez de la même façon qu'on a fait nommer une ancienne procureure juge d'instruction sur l'affaire Griveaux pour ne faire que des actes d'enquête depuis 6 mois contre moi ? Ça s'inscrit dans un mouvement plus large. C'est pour ça que j'aime pas les politiciens qui ne parlent que de leur affaire sans essayer de décrire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce pouvoir a vraiment tremblé et qu'il fallait aller chercher jusqu'à la moindre personne qui se soit distinguée dans ce mouvement pour s'assurer que sa vie serait dévastée. Que ce soit Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, Éric Drouet, Christophe Détinger, etc. On est allé chercher la moindre élément. On est dans une destruction de l'opposition, encore une fois, réelle, c'est-à-dire des personnes, je ne parle pas de moi là pour le coup, mais les personnes qui ont incarné les Gilets jaunes, c'est les personnes qui ont vécu la violence sociale, qui ont vécu les difficultés qu'il y a aujourd'hui à se construire dans ce pays. Et ces personnes-là, on les a
écrasés, on les a humiliés de façon à s'assurer à ce que plus jamais ils ne reprennent la parole dans l'espace médiatique classique, que plus jamais ils ne puissent incarner quoi que ce soit qui mette en danger des petits marquis qui aujourd'hui, dans leurs hôtels particuliers, financés par la République, financés par nos impôts, sont en train de prendre des décisions qui sont en train de nous effondrer. En février dernier, nous recevions ici Aude Lancelin pour son livre La Fièvre, qui retrace la crise des Gilets jaunes à travers l'histoire de deux personnages. Aude Lancelin n'avait pas manqué de fustiger la façon dont les médias ont traité cette crise et se montrer très critique envers les grands patrons de presse, qui était un peu votre cas. Vous-même les accusez d'être à la botte du pouvoir et responsable d'un processus de propagande massive, je cite, ayant permis la succession au pouvoir de Macron. Les journalistes, de manière générale, sont responsables, selon vous, du moins en partie, de la dissolution de ces Gilets jaunes? Mais les patrons de presse ne sont pas à la botte du pouvoir, ils sont le pouvoir. Les personnes qui aujourd'hui détiennent les médias en France sont les personnes qui ont fabriqué Emmanuel Macron. C'est ce que je décris dans Crépuscule. C'est eux qui ont poussé cette candidature alors que s'était effondrée leur candidature préférée, qui était Fillon et auparavant Nicolas Sarkozy, et qui se sont assurés que quelqu'un qui protège leurs intérêts soit élu à président de la République avec une campagne de propagande massive qui est établie. C'est-à-dire que vous regardez le nombre de titres et de la couverture médiatique qu'il a reçu pendant cette période comparé à d'autres et vous comprenez en fait comment ça s'est passé. Vous ajoutez à ça les soutiens qu'il a eu à Sciences Po, notamment via Olivier Duhamel et les réseaux des coins que je connais intimement. C'est pour ça que j'étais en fait si tôt en capacité de comprendre ce qui se passait avec la Macronie. En fait, ils viennent de ce qui m'a essayé de m'engendrer, ce qui a essayé de me propulser sur le devant de la scène. Richard Descoings, directeur de Sciences Po, qui a essayé de m'employer, qui m'avait employé même, qui avait essayé de me faire rentrer dans un cabinet ministériel. Vous laissez entendre que vous étiez au courant de tous ces affaires dont on a parlé, évidemment, mais et moi, que les avez-vous dénoncés plus tôt? Mais ne l'ai-je pas fait? Est-ce que ça ne fait pas des années que je crie seul pour essayer de prévenir de la décadence et la dégénérescence qui habite ces espaces-là? Moi, j'ai pris tous les matins le 83, le bus pour aller à l'école, avec le fils adoptif d'Olivier Duhamel. Et j'ai vu dans quel état il était. Comment ça se fait qu'on a laissé cette personne-là, en sachant parfaitement, parce que dans ces milieux-là, tout le monde se surveille, ce qu'il faisait, comment ça se fait qu'on a laissé cette personne-là adopter 2 enfants du tiers-monde à l'époque, en les exposant à ce qui... C'est ça la vraie affaire politique. Et c'est ça d'ailleurs ce dont personne ne parle aujourd'hui dans les médias lorsqu'ils parlent de l'affaire Duhamel. Comment est-ce qu'on a exposé ces enfants et qu'on les a mis entre les mains de cette personne? Quel passe-droit? De quel passe-droit il a bénéficié? Qui est responsable? Enfin, il n'y a pas de fait reprocher par rapport à ces enfants-là. Oui, il y a un silence, oui. Intéressant, parce que là, pour le coup, il y a des conséquences pénales très importantes qui pourraient être produites. Revenons un instant au mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement, il marquera l'histoire selon vous? Il a fait l'histoire, c'est plus intéressant encore. L'histoire est écrite par ceux qui gagnent. L'histoire est écrite par les classes dominantes, qui ont une maîtrise des outils qui fabriquent l'histoire. Mais nous, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a vécu. Et justement, mon rôle a été d'intermédier et de les introduire à travers mes écrits, et ainsi de suite, dans ce récit général dont on essaie de les sortir. L'émotion, le partage d'un peuple de France. Nulle part dans le monde, je crois, et j'ai beaucoup étudié l'histoire, et c'est une de mes matières préférées, on a vu les parties les plus fragilisées, les plus vulnérables de la société avoir le courage de se lever et de défier le pouvoir, et de s'approcher de l'Élysée pour leur faire sentir le pouvoir. Est-ce que ça autorise tout? Est-ce que ça autorise cet appel de Francis Lalanne? Est-ce que, je ne sais pas si vous avez suivi encore récemment, il a fait une manifestation où il a appelé tout le monde, là c'était sur le plan sanitaire, à enlever son masque, à s'embrasser. Là, vous pouvez quand même considérer que c'est répréhensible ou seulement au regard de la loi d'après vous? Mon espoir, c'est que les Français comprennent qu'il est temps maintenant qu'ils se regardent les uns les autres et qu'ils commencent à se préparer à une rupture avec l'existant. C'est-à-dire qu'ils commencent à réfléchir à qui aurait la capacité, si demain une révolution devait avoir lieu, de prendre le pouvoir et de remplacer les personnes qui sont aujourd'hui en place, non seulement au niveau parisien, ministériel, mais à l'échelle locale. Parce que c'est ce que je raconte dans Abattre l'ennemi. Si c'est pour reproduire l'existant, si c'est tout simplement pour remettre d'autres marquis à la place des marquis existants, ça ne va pas fonctionner. Il faut que chacun ait une prise de conscience sur le fait que d'une part, une révolution se construit, qu'elle prend du temps, et que d'autre part, elle requiert de chacun qui s'interroge sur ce qu'il pourra demain faire pour aider ce pays et pour le reconstruire et surtout pour jouer un rôle dans le régime de demain. Aujourd'hui, il y a une chose très simple. Chaque Français peut s'interroger sur si dans l'idéal, il avait pu occuper une fonction dans cette société, qu'un mécanicien ait voulu être médecin ou un médecin ait voulu être mécanicien, par exemple, qu'est-ce qu'il aurait dû changer au sein de cette société pour pouvoir vivre cette vie à laquelle il espérait. Et qu'est-ce qu'il devrait changer demain pour peut-être faire cette transition? Moi, une des expériences qui m'a le plus marqué, c'est quand je travaillais à Compagnie Internationale, j'étais très jeune, j'avais fait une colocation dans un quartier un peu fragile de La Haye, et mon colocataire, un de mes colocataires, c'était un mécanicien de 40 ans, allemand. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait là, à La Haye, en Hollande, et il me dit, j'étais un réparateur de voitures, et en fait, j'ai décidé de devenir dentiste.
Donc j'ai fait une formation pendant 10 ans, et là je viens d'avoir mon diplôme de dentiste, donc en France c'est impossible. En France, votre destin, à 18 ans, il est marqué à vie. Donc il suffit que vous ayez eu une enfance, une adolescence un peu difficile, des ruptures familiales, une absence de connaissances sur ce qu'il fallait faire, etc. Et vous êtes scellé à vie. C'est ça qu'il faut rompre, c'est cette absence de mouvement. Et ça, c'est un projet civilisationnel, parce qu'à partir de là, vous imaginez les énergies bloquées aujourd'hui en France, les frustrations, les aigreurs, la passivité, tout ce qu'on pourrait déployer si on dit à chacun, non, on va s'organiser pour que tu puisses, même tard dans ta vie, te reconstruire, et qu'il n'y ait aucune raison que tu ne sois pas capable de faire quelque chose qui aujourd'hui est réservé à une certaine élite, entre guillemets, en tout cas des personnes favorisées. Juan Branco est notre invité jusqu'à 14h en direct sur Sud Radio dans Les Incorrectibles, et on va parler de ce livre, Abattre l'ennemi, aux éditions Michel Lafon. Restez avec nous, on revient dans un tout petit instant. Dernier quart d'heure de l'émission, nous sommes toujours en direct en ce dimanche de Pâques avec notre invité Juan Branco à l'occasion de la sortie de ce livre, Abattre l'ennemi, c'est aux éditions Michel Lafon. Ça vient de paraître donc le 25 mars dernier. Alors on le disait en introduction, vous êtes quasiment rayé des grands médias, Juan Branco, vous le disiez vous-même sur votre réseau, sur votre page Facebook. Ce boycott dans les médias, pourquoi d'après vous ? Parce que je suis un enfant de ce système. Il m'a fabriqué de façon à ce que je puisse prendre le relais et préserver l'existant. Et donc, il m'a donné toutes les armes qu'il donne à ses enfants chéris. C'est un peu le sens de cette couverture qui a été... Ouais, et puis de ce titre qui est quand même sacrément fort. Vous allez nous dire pourquoi aussi, parce que... Et donc, évidemment, j'ai tous les codes. Je sais parfaitement comment ils fonctionnent, je les connais intimement. J'ai une capacité de travail, à mon avis, de réflexion qui me permet de les défier sans aucune difficulté. Et ils ont vu, en fait, quand ils ont essayé de m'inviter, qu'ils étaient dans l'incapacité de m'écraser. Donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils m'ont sorti du jeu et qu'ils commentent ce que je fais maintenant, sans me donner la possibilité d'intervenir, ou alors les deux seules invitations, parce que j'en ai eu deux quand même. Oui, quand même. Les grandes gueules, où vous disiez que c'était à 5 contre 1. Balance ton paste, et voilà, c'est 15 minutes, entre 10 et 15 minutes à 5 contre 1, et en fait... C'est là où il me pense un peu naïf, c'est qu'il pense que j'ai pas de relais au sein de ces rédactions, il pense que je suis complètement c'est ce que je me tue à leur dire, je suis leur enfant, donc j'ai encore, et je sais très bien les dispositifs qu'ils préparent. Vous aviez des taupes. Mais bien sûr, et je savais très bien ce qu'ils préparaient, et la façon en fait dont ils voulaient créer une mécanique qui viserait à me discréditer de façon définitive et à passer à autre chose. Et donc ils croient en fait m'avoir en jouant sur mon ego. Alors il y a eu beaucoup de commentaires, par exemple, c'était intéressant l'opération qui s'est montée sur Twitter autour de, parce qu'il y a dans la quatrième de couverture, l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés. C'est un surnom dont c'est un surnom que Paris Match m'a affublé dans un portrait peu élogieux, un des pires portraits qui étaient faits de moi, les plus dévastateurs. Et évidemment, c'est une façon de renverser stigmate et de faire un doigt d'honneur, en particulier à cette journaliste Sophie Desdésert, qui avait même pas voulu me rencontrer. C'est dire la honte qu'elle avait à l'idée de faire ce qu'elle allait faire, et de lui dire, écoutez, vous avez essayé de m'humilier, de me ridiculiser, maintenant je vous le renvoie au visage. Et donc, nul ego, nulle ambition de... D'ailleurs, c'est une forme de testament politique, cet ouvrage, parce que ce que je suis en train de faire, c'est de donner les clés que moi j'ai accumulées pendant ces années pour que les Français soient en capacité de retrouver un contrôle minimal sur leur destin. Alors c'est qui cet ennemi dont vous parlez? Le pouvoir, les médias, c'est ensemble? Il y a... j'étais à la messe ce matin pour les rameaux, d'ailleurs complètement saturé de monde, donc on a formé un beau cluster, je pense, mais qui en même temps justement montrait qu'à un moment... le pouvoir politique a beau faire ce qu'il veut, il y a une force qui émerge et qui vise à dire, écoutez, nous avons payé pendant très longtemps votre inconséquence, nous avons accepté de sacrifier beaucoup de choses, mais il y a un moment où vous ne pourrez pas nous imposer, ad vitam aeternam, de continuer sur cette voie. Et si nous avons autant souffert pendant cette période, et si nous comprenons que vous n'étiez pas forcément prêts à faire face à une déferlante pareille, etc., même si on vous paye grassement pour nous préparer, pour prendre des décisions qui justement nous préparent à ce genre de choses, ce que l'on ne supporte pas, c'est que depuis, rien n'a été changé, et qu'au contraire, vous ayez empiré la situation, vous ayez fait de la France un pays, dans le meilleur des cas, moyen, voire plutôt mal géré dans la gestion de la pandémie. Si vous regardez les classements internationaux qui sont faits par un certain nombre d'universités, on est soit au bas de l'échelle, soit dans le meilleur des cas au milieu de l'échelle, alors qu'on avait, il y a 20 ans encore, le meilleur système de santé au monde qui avait été construit justement après des années, encore une fois, de sacrifice des Français eux-mêmes. Et donc à un moment, les Français disent, et vous me posiez la question tout à l'heure sur Francis Lalanne, donc encore une fois, qui consisterait à essayer de s'attaquer à la personne déjà fragile, qui essaie juste de porter un cri de désespoir, dire on n'en peut plus. Enfin, à un moment, le lien social est quelque chose d'important, etc. Alors, est-ce qu'il fait une erreur? Moi, je ne pas une erreur. Je vous demande si vous partagez ses convictions. Non, mais si j'avais critiqué, si il m'avait fallu, comme c'est le jeu qu'on applique en général, c'est est-ce que vous condamnez si ou ça, il y aurait
Alors, comme si la responsabilité de ce qui est en train de nous arriver... Enfin, vous voyez cette division du peuple français... Vous ne condamnez pas, là. Mais c'est parce que je ne vais pas condamner un Français qui n'a aucun pouvoir de la situation actuelle. Le chef de l'État élu légalement. Mais il a parfaitement le droit d'appeler une destitution. D'ailleurs, il y appelle dans le cadre de la Constitution. Il a parfaitement le droit d'appeler à une ressouverainisation de la politique. C'est-à-dire, encore une fois, qu'est-ce que de la politique nationale? C'est-à-dire que nous ayons le droit de décider ce qui est en train de nous arriver. Mais non, parce que je pense que c'est illusoire d'appeler à des... Moi, je pense qu'il faut s'organiser pour provoquer cette chute du pouvoir. Parce que de toute façon, elle va intervenir d'une façon ou d'une autre. De toute façon, en 2022, il y a une élection présidentielle. Oui, il va y avoir un effondrement, parce que 2022 ne peut pas se tenir dans les conditions actuelles. On voit bien que la représentativité réelle des forces politiques existantes est bien trop faible. Vous êtes toujours de gauche, Juan Branco? J'ai grandi dans cette gauche, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment... Je sais pas, j'ai un logiciel culturel qui me provient de parents qui ont fui qui ont fui le franquisme et le salazarisme, donc les dictatures portugaises et espagnoles, et qui sont arrivés en France avec cette idée d'embrasser un idéal émancipateur, de liberté, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ancré en moi, ça le restera toujours. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne respecte pas l'idée qu'il faille justement avoir des structures qui permettent de reconstruire une société et de fixer un certain nombre de limites. À faire battre Emmanuel Macron. Donc si Marine Le Pen est face à lui au second tour l'année prochaine, vous appellerez à faire dans l'entre-deux-tours de 2017 pour Marine Le Pen. J'ai été invité parce que Pourquoi est-ce qu'aussi on parle beaucoup de mon absence dans les médias? C'est qu'en fait, j'étais très invité dans les médias tant que ça leur convenait. C'est pas non plus comme si je sortais de nulle part et qu'il n'y avait aucune raison de... Ce qui est intéressant, c'est tout d'un coup à quel point ils nous ont effacés. Donc, dans l'entre-deux-tours, entre Le Pen et Macron, 28 minutes m'invitent, aux côtés d'Henri Guénaud et de Comte-Sponville. Et j'y suis allé tremblant parce que, vous savez, dans l'entre-deux-tours, c'était pas évident de savoir ce qui allait se passer, ou en tout cas de se dire que ça allait être la catastrophe que ça allait être. Et pourtant, j'avais un pressentiment, une pensée très forte de ce qui se passait. Et donc, j'ai appelé à voter blanc. Et j'ai dit que je ne voterai pas. Et je peux vous dire que dans 28 minutes, qui est quand même donc sur Arte, qui est l'antre de la gauche bourgeoise et ainsi de suite, c'est d'une violence extrême. Et encore une fois, imaginez dans mon environnement social ce que ça implique à un moment de dire, et c'est ce que j'ai dit, et j'invite à regarder cette émission parce qu'elle est très importante, où je disais... Dites-moi la différence entre ces deux pouvoirs. Je vous annonce qu'il n'y en aura pas. Et je vous annonce au terme du quinquennat d'Emmanuel Macron, non seulement on ne verra pas la différence, mais on ouvrira la porte à ce pouvoir que l'on dit aujourd'hui tenter de battre, qui est celui de Marine Le Pen. Donc à partir de là, et surtout au-delà des jugements qu'on peut porter sur Marine Le Pen, sur Emmanuel Macron et ainsi de suite, ce qui est important, c'est encore une fois de comprendre que cette démocratie représentative, telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que notre seul pouvoir... Une candidature d'Éric Zemmour, par exemple, mais ça vous inspirait quoi? Est-ce que vous aspirez à autre chose qu'à la possibilité de simplement choisir qui va décider et parler en votre nom? Est-ce que les Français aujourd'hui, avec les nouveaux moyens technologiques que l'on a notamment, n'aspirent pas à avoir un rôle plus actif, quand ils le souhaitent, dans la prise de décision politique? Est-ce que c'est pas ça le véritable enjeu aujourd'hui? Mais bien sûr, je veux pas choisir quelqu'un qui pense et décide en mon nom. Je veux pas, moi, me retrouver demain, si je veux jouer un rôle politique en tant que citoyen, à m'asservir à quelqu'un qui aura nécessairement ses qualités, ses insuffisances. Mais alors, c'est quoi le meilleur système selon vous? Donc, c'est ce que je disais. Là, pour le coup, c'est décrit dans Un bat de l'ennemi, où on propose même une sorte de refonte architecturale de Paris. Donc, c'est assez massif. Et c'est un système dans lequel, à n'importe quel moment, lorsque l'on voit, par exemple, on l'a vu pendant le quinquennat de Macron, lorsqu'il voulait privatiser l'aéroport de Paris, alors que tout le monde était contre, toutes les forces politiques et les citoyens, c'est un moment pour pouvoir dire, les citoyens, à n'importe quel moment, peuvent intervenir dans l'espace politique et dire, non, cette décision, c'est pas vous qui la prenez, ça va être pas un référendum, ça va être pas des mandats impératifs, c'est-à-dire qu'on donne un mandat à quelqu'un pour qu'il fasse exactement ça, il n'a pas le droit de trahir, il n'a pas le droit de promettre, parce qu'aujourd'hui les mandats ne sont pas impératifs. C'est pour ça que vous citez Étienne Chouard. Voilà, mais oui, mais parce que parmi bien d'autres, c'est une tradition de pensée qui remonte à très longtemps, sauf que elle commence à devenir faisable et envisageable aujourd'hui pour une raison très simple. D'ailleurs, Étienne Chouard, on avait débattu ici avec Maxime Nicole pendant 1 heure sur ces sujets. Pourquoi est-ce qu'elle devient envisageable aujourd'hui? Parce qu'on a une refonte technologique qui fait qu'on est en mesure beaucoup plus facilement qu'à travers seulement l'isoloir de prendre part à des décisions. Là où mon seul problème avec Étienne Chouard, et encore une fois, c'est qu'il avait promis quelque chose qu'il n'a pas fait. Après avoir parlé de la question de la Shoah et avoir tenu des propos qui pouvaient être considérés comme ambivalents, il avait dit « je vais revenir et je vais clarifier, mais d'abord je vais étudier la question ». Et il l'a toujours pas fait. Et pour moi, c'est une question fondamentale parce que la question de la Shoah, la question du génocide des Juifs, etc., c'est quelque chose qui touche aussi à l'identité de notre pays. On est chrétien comme pays, et donc il y avait un peuple avant les chrétientés qui croyaient dans ce même Dieu, qui était le peuple juif. Il y a une continuité historique très importante, et on ne peut pas jouer avec ces questions-là parce qu'on joue avec l'identité, en fait, de la population française. Et y compris lorsque l'on considère aujourd'hui la question islamique, etc., tout justement, remonte je à cet voulais ancien réagir testament. à ce qu'on a appelé l'islamo-gauchisme. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Est-ce qu'on vous traite vous-même d'islamo-gauchiste?
Non, j'ai jamais eu cette accusation. Vous savez, on a essayé de créer une ambiguïté à ce sujet parce que j'avais écrit une lettre à Salah Abdeslam, un des terroristes du 13 novembre, pour lui proposer de prendre sa défense. Ce qui est un geste qui, évidemment, quand il est rendu public comme ça, peut choquer. Et j'ai tout de suite assumé, parce que vous savez, il y a toujours la possibilité, vous voyez une lettre, on peut nier, on peut commencer à mentir. Et je me suis dit, jusqu'ici, j'ai toujours dit la vérité. Je vais pas par peur commencer à me cacher. Ce qui s'est passé en 2015 en France, c'est d'une violence indicible, d'autant plus qu'en fait, il s'agit d'une personne qui s'est attaquée, et un groupe de personnes qui sont attaquées à la jeunesse de France. Et pour avoir vécu au ministère des Affaires étrangères, les politiques que l'on a adoptées au Moyen-Orient, et notamment en Syrie, et la façon dont on a alimenté cette violence, je sentais, j'avais prévenu, et j'avais démissionné du Quai d'Orsay à l'époque pour partir à Yale, j'avais dit, on est en train de faire venir la violence dans ce pays. Et moi, ce que je voulais montrer à travers ce procès, c'était la responsabilité de nos décideurs politiques dans la violence qui a été importée dans ce pays. C'était de montrer à quel point leur trahison, leur forfaiture, leur absence de pensée a amené au massacre de centaines de jeunes de ma génération, de mon âge, par ces personnes-là. Et donc, mon rôle, c'était de le faire parler. C'était de m'assurer que cette personne ne se mure pas dans un silence et soit capable de faire face aux victimes et aux parents des victimes et aux frères des victimes et de se voir humilié de par son geste, tout en assumant du coup sa participation au système républicain et du coup et tout en se soumettant au système républicain. Mais vous comprenez qu'on peut avoir du mal un peu à vous suivre parfois aussi, une pensée, ça se construit. Évidemment, si on découpe et on hache une pensée en quelques secondes et ainsi de suite, évidemment qu'on peut orienter dans un sens. Moi, c'est pour ça que j'ai accepté cette émission, parce qu'on a le temps d'expliquer. Et quand il s'agit de personnes qui essaient de réfléchir, qui essaient d'être sincères dans leur engagement, et pas quand c'est des personnes qui servent des intérêts, etc., ce temps est notre allié. Pourquoi est-ce que vous pensez que les médias aujourd'hui tronçonnent la parole publique et créent des espaces toujours plus courts, etc. Parce que l'idée, c'est on va bombarder des messages, ces messages vont étouffer le débat public, on va commencer à hystériser tout le monde, et à partir de là, du coup, en fait, les vraies personnes qui sont protégées par ce système vont être inatteignables, parce que toute personne qui essaie justement d'aller un peu plus loin que de dire tout simplement Daesh c'est mal, merci, enfin je pense qu'on est tous capables de dire ça, et suspecter quiconque dans ce pays de penser autrement, c'est déjà en soi un peu délirant. Mais aller au-delà et dire, mais attendez, comment ça se fait qu'on s'est retrouvé dans cet engrenage de violence ? Quelle est la part de responsabilité de nos dirigeants politiques qui nous ont amenés, en fait, dans cette situation-là ? Ça, c'est très important, parce que sinon, on se contente d'aller bombarder en Syrie pour répliquer, etc. Mais en fait, l'absence de pensée nous amène à nous exposer à de nouveaux cycles de violence. Et moi, mon rapport aux politiques, c'est d'abord une réflexion sur la violence. C'est ma thèse, mon doctorat, c'est comment la violence naît. Et je sais que la violence naît toujours de ceux qui ont le pouvoir, et pas de ceux qui sont au bas d'échelle. Quand vous dites abattre l'ennemi, là, quel est le sens de votre pensée ? Parce qu'on pense immédiatement, évidemment, au mot tuer quand on entend ce terme qui est quand même sacrément fort. Ouais, il y a évidemment une dimension symbolique. Abattre l'ennemi, c'est évidemment symboliquement, encore une fois, l'ennemi qui est en nous, qui nous rend passifs politiquement, qui nous soumet en fait à des forces qui sont très puissantes et qui essaient de maintenir un système existant pour pouvoir, des Bahamas aux Maldives, continuer à faire leur vie et nous instrumentaliser entre nous. Et c'est évidemment faire tomber le système oligarchique dans lequel on est aujourd'hui enserré. Il y a 15 millions d'armes en France en circulation. Par miracle, il n'y a pas eu quelqu'un qui, pendant la crise des Gilets jaunes, ait décidé de tirer un coup, parce qu'il aurait suffi d'un coup pour que le pays s'embrase. Et ce pays est aujourd'hui confronté à ce risque encore. Ce qu'il s'agit, à travers ce texte et de façon générale, par mon engagement politique, c'est de donner les clés aux gens pour qu'ils puissent se soulever, subvertir ce pouvoir sans avoir à verser une goutte de sang. Parce que le moindre policier qui serait demain blessé ou tué par un manifestant ou ainsi de suite, c'est un concitoyen. C'est quelqu'un que le pouvoir aura envoyé pour faire taire ses frères, pour faire taire sa propre population. Et donc si on s'en tient, et c'est pour ça que j'étais pas du tout d'accord avec tout le discours sur les violences policières pendant les Gilets jaunes, c'était pas des violences policières, à une très grande majorité, c'était des violences politiques. C'était des personnes à qui on a donné ordre d'aller se jeter sur la population pour empêcher le changement politique auquel 80%, il faut se souvenir de ces sondages, 80% des Français étaient d'accord. 80% des Français soutenaient le mouvement des Gilets jaunes. Et on a envoyé les policiers qui auraient peut-être dû ne pas obéir. Vous direz qu'on est dans un état policier encore ? On est dans un état de grande violence. De grande violence. On est dans un état de grande violence, et justement, c'est pour subvertir cette violence et pour la réduire que cet engagement. Mais ça passe. Ça passe comme la rose qui naît par une rupture de la structure qui nous enserre.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Juan Branco, d'avoir accepté cette invitation. On rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage, Abattre l'ennemi, qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon. Merci à Quentin Cabanis à la réalisation, à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission, à Inès Castillo au digital. Toutes nos émissions sont disponibles, on le rappelle, en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist Les Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h. D'ici là, je vous souhaite à tous un très beau dimanche de Pâques et une très belle semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio, bien sûr. Merci.